Le saint-simonisme tire son nom de son fondateur, le comte Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, un auteur qui est né en 1760 et qui décède en 1825. Et ce penseur et écrivain est issu d'une importante famille de la noblesse française. Il prétend d'ailleurs descendre de Charlemagne. Charlemagne qui lui serait apparu en songe pour lui dire « Mon fils, tes succès comme philosophe égaleront ceux que j'ai obtenus comme militaire. » Mon fils, tes succès comme philosophe égaleront ceux que j'ai obtenus comme militaire. Donc c'est quelqu'un qui a une très grande ambition et il se distingue très tôt par un esprit rebelle. Le jeune Saint-Simon refuse de faire sa première communion et va être envoyé en prison, à la prison de Saint-Lazare, à l'âge de 13 ans. Donc c'est un vrai rebelle, anticonformiste, et son éducation est pourtant typique de celle d'un jeune aristocrate de l'époque. Et cette éducation lui laisse un souvenir très amer. Il écrit « On m'accablait de maître sans me laisser le temps de réfléchir. » Donc, ce qu'il aimerait, lui, c'est avoir du temps pour penser, pour réfléchir, et pas de lui apprendre des tas d'informations qu'il doit connaître. Sa vie est très aventureuse, puisqu'il s'engage à seulement 17 ans dans la guerre d'indépendance américaine, aux côtés de Lafayette. Il y a quand même très peu d'aristocrates qui vont avoir ce courage de partir faire la guerre outre-Atlantique. Et il participe à la bataille de Yorktown en 1781. Donc, il fait la guerre d'Amérique. Alors cependant, il ne s'intéresse pas vraiment à la stratégie militaire, il s'intéresse davantage à la science politique. Et puis il va voyager, il voyage au Mexique, en Hollande, en Espagne, et il va observer les sociétés avec un œil méticuleux, et il va forger sa pensée. Il accueille la Révolution française avec enthousiasme, ce qui peut paraître tout à fait étonnant pour un aristocrate. Il est ravi de renoncer à ses privilèges et à ses titres. Et c'est quelqu'un de très malin. Saint-Simon profite de la Révolution pour s'enrichir. Il spécule sur les biens nationaux, notamment les biens du clergé, et il est même emprisonné un temps sous la Terreur. Et pour échapper à la suspicion, il va se faire appeler Monsieur Bonhomme. Monsieur Bonhomme, ça veut dire Monsieur Tout-le-Monde, en quelque sorte. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'il entreprend une carrière intellectuelle, donc finalement assez tardivement, et il va rédiger des ouvrages très importants, parmi lesquels Le Politique, en 1819, L'Organisateur, 1819-1820, Du système industriel, en 1822, Le Catéchisme des industriels, vers 1823-1824, et Le Nouveau Christianisme, qui paraît en 1825. 1825 qui marque aussi sa mort. Sa pensée est extrêmement riche et intéressante, et la pensée de Saint-Simon va nourrir de multiples courants tout au long du XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Dans un contexte marqué par la révolution industrielle, Saint-Simon élabore une vision du monde qui met l'accent sur la primauté de la science et de l'industrie. La science et l'industrie étant pour Saint-Simon source de progrès, de prospérité sociale et matérielle. Saint-Simon fait de la science une sorte de nouvelle religion. Il critique la société française, encore trop agricole selon lui, et le libéralisme de son temps, qui ne s'intéresse qu'aux questions politiques. D'après lui, l'économie doit désormais prendre le pas sur la politique. Dans son ouvrage L'Organisateur, Saint-Simon développe sa parabole qui deviendra extrêmement célèbre. Alors je vous lis
un extrait de cette parabole. Nous supposons que la France perde subitement ses 50 premiers physiciens, ses 50 premiers chimistes, mathématiciens, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, littérateurs, ses 50 premiers mécaniciens, ingénieurs civils et militaires, architectes, médecins, chirurgiens, pharmaciens, marins, horlogers, ses 50 premiers banquiers, négociants, cultivateurs, maçons, charpentiers, menuisiers, etc., etc. Donc, on imagine, en quelque sorte, que la France perde du jour au lendemain, en tout, 3000 de ces savants, artistes, artisans, qui forment l'élite productive de la nation. Et pour Saint-Simon, ce serait une véritable catastrophe. Il écrit « Comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ils sont les plus utiles à leur pays. La nation deviendrait un corps sans âme à l'instant où elle les perdrait. Elle tomberait immédiatement dans un état d'infériorité vis-à-vis des nations dont elle est aujourd'hui la rivale. Il faudrait à la France au moins une génération entière pour réparer ce malheur. » Donc ça, c'est premier élément. Si on perd 3000 finalement de nos artistes, savants, artisans, industriels, la France est à terre. Par contre, et là c'est extrêmement subversif et provocateur, il émet l'hypothèse de la disparition de la famille royale, des hauts fonctionnaires de l'État, de la noblesse, des grands du clergé, des propriétaires les plus riches. Il explique que ces disparitions seraient en quelque sorte sans conséquence. Je le cite, « Passons à une autre supposition. Admettons que la France conserve tous les hommes de génie qu'elle possède dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, mais quel est le malheur de perdre le même jour Monsieur frère du roi, Monseigneur le duc d'Angoulême, Monseigneur le duc de Berry, Monseigneur le duc d'Orléans, etc., etc. Il fait une longue liste, hein, avec après les maréchaux, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les grands vicaires, les chanoines, les préfets, les sous-préfets, etc. C'est vraiment une rhétorique de la liste, hein, qui est là pour marquer. Il dit « Cet accident affligerait certainement les Français parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ne sauraient voir avec indifférence la disparition subite d'un aussi grand nombre de leurs compatriotes. Mais cette perte des 30 000 individus réputés les plus importants de l'État ne leur causerait de chagrin que sous un rapport purement sentimental, car il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État. » Alors dire ça en 1819-1820, c'est une provocation ultime. En fait, il est en train d'expliquer que les élites politiques, sociales, administratives ne servent à rien. Et que si les 30 000 membres les plus importants de la noblesse, de l'administration, du clergé, de la famille royale, etc., disparaissaient, eh bien ce serait sans inconvénient, sans difficulté. Donc il y a d'un côté les abeilles, qui sont productives, les artisans, les industriels, les ingénieurs, les savants, les artistes, et puis il y a de l'autre côté des frelons, qui sont en quelque sorte des gens qui profitent, qui ne produisent rien, mais qui accaparent des richesses indûment. Cette parabole conduira Saint-Simon en cour d'assises, où il sera finalement acquitté. Oui, il est quand même traduit en justice. Saint-Simon préconise donc un élitisme fondé sur l'utilité sociale, ce qui fait de lui un précurseur de la technocratie. Saint-Simon prône une dépolitisation de l'État et il se montre favorable à un gouvernement des capacités. Saint-Simon estime que l'État traditionnel est archaïque, parasitaire et opère une rupture radicale. Dans ses écrits, Saint-Simon dénonce une classe oisive, héritée de l'Ancien Régime, composée d'une aristocratie foncière qui vit de ses terres, qui vit de ses rentes, et puis d'une élite militaire. Cette classe oisive s'enrichit sur le dos des vrais producteurs, c'est-à-dire les industriels, les ingénieurs, les savants, les ouvriers, ceux qui créent véritablement de la richesse dans le pays. Ceux qui sont les véritables moteurs de la richesse et de la puissance nationale. Pour Saint-Simon, l'État doit cesser d'être un instrument de domination pour devenir une machine administrative au service de la production. Cette vision s'inscrit dans le contexte de la révolution industrielle où l'économie commence à supplanter
la politique comme force structurante de la société. C'est vraiment un moment de bascule très important. L'économie est érigée par Saint-Simon, en quelque sorte, comme la science qui doit dominer le politique. La politique, depuis l'Antiquité, depuis les Grecs, c'est l'art de diriger la cité, de faire des choix. Or, si on a une approche exclusivement économique et scientifique, il n'y a pas de choix à faire. Il y a une sorte de vérité scientifique qui s'impose et le politique n'a plus qu'à mettre en œuvre cette vérité. C'est pour ça qu'il y a, chez Saint-Simon, une dépolitisation. Inspiré par les avancées techniques, scientifiques de son époque, Saint-Simon propose de substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses, c'est-à-dire une gestion rationnelle de la société fondée sur l'expertise et la planification. Dans son livre L'Organisateur, Saint-Simon imagine un parlement tripartite, reflet de sa méfiance envers les assemblées politiques traditionnelles. Donc on a 3 chambres. On aurait la chambre d'invention, qui serait composée d'ingénieurs, d'artistes, chargés de l'innovation, chargés d'avoir des idées nouvelles, de faire des propositions, la chambre d'invention. Et puis une fois que les ingénieurs et les artistes ont fait des propositions, elles doivent être évaluées dans une chambre d'examen. Et cette chambre d'examen est composée de savants qui vont étudier les propositions. Et une fois que les savants ont donné leur accord, le projet passe à une 3e chambre, la chambre d'exécution, composée d'industriels chargés de mettre en œuvre le projet. Donc vous voyez, ce qui compte pour Saint-Simon, c'est la compétence, c'est la capacité. Pour Saint-Simon, l'autorité découle du savoir et non pas du suffrage. Sa pensée annonce la technocratie contemporaine, le règne de l'expert. Finalement, on considère qu'un expert est bien plus compétent que 1 million de personnes qui n'y connaissent rien. C'est ça la logique profonde de Saint-Simon. Alors de façon encore plus ambitieuse, Saint-Simon élabore un projet de réorganisation de l'Europe qui prévoit un parlement supranational chargé de coordonner les politiques industrielles et scientifiques entre les États. Donc vous le voyez, ces projets anticipent les débats contemporains sur l'intégration européenne, par exemple. Donc on a des propositions qui oscillent entre technocratie et puis fédéralisme. Saint-Simon est considéré véritablement comme un fondateur du socialisme. Il est aussi reconnu comme un penseur majeur du libéralisme sur certains aspects. Il peut aussi être vu comme un des fondateurs du positivisme, puisque Auguste Comte, l'initiateur du positivisme, a été son secrétaire particulier. Donc c'est un auteur vraiment majeur puisqu'il est à la matrice de nombreux courants. Et puis surtout, la pensée de Saint-Simon connaît un rayonnement considérable après sa mort. Sa vision du monde va être portée par des disciples qu'on appelle les Saint-Simoniens. Alors parmi les disciples les plus importants, citons 2 noms, Prosper Enfantin ou Saint-Amand Bazard. Et les Saint-Simoniens forment une véritable école qui entend fonder un nouveau christianisme, fondé sur la science, fondé sur l'industrie. Les Saint-Simoniens poussent à l'extrême les idées de leur maître, plaidant pour une économie planifiée et pour la suppression de l'héritage. Les Saint-Simoniens ont une vision très méritocratique du monde. Il faut mettre en avant ceux qui produisent, ceux qui entreprennent. Or, l'héritage, c'est tout le contraire. L'héritage, c'est de faire bénéficier ses enfants, qui peuvent être complètement incapables ou incompétents, d'une fortune dans laquelle ils n'ont joué aucun rôle. Et donc ça, c'est, je pense, un point de leur pensée qui est assez novateur et tout à fait intéressant. Les Saint-Simoniens considèrent que la transmission héréditaire des biens perpétue l'oisiveté
et entravent la méritocratie. Ils avancent plusieurs arguments. Premièrement, l'héritage maintient une classe de rentiers improductifs. Des gens qui vont pouvoir ne pas travailler de leur vie, mais vivre quand même grassement, sans avoir à entreprendre, sans avoir à produire quoi que ce soit. Deuxièmement, l'héritage bloque la mobilité sociale et l'accès des entrepreneurs aux capitaux. Puisque cet argent est entre les mains de personnes oisives, il ne circule pas dans la société. Et ceux qui ont des idées, ceux qui veulent agir, ceux qui veulent entreprendre, n'ont pas les moyens financiers. L'héritage freine l'économie en détournant les richesses des projets utiles. Donc, en quelque sorte, l'intérêt général est perdant au profit d'une minorité. Alors, quelle est la solution des Saint-Simoniens? Remplacer l'héritage familial par une redistribution des capitaux aux plus compétents via les institutions publiques. Alors, c'est intéressant d'un point de vue conceptuel. Imaginons quelque chose qui s'inspirerait plus ou moins de ce que nous disent les Saint-Simoniens. Il n'y a plus d'héritage. Tout le monde démarre à zéro dans la vie. Et on pourrait imaginer que, justement, les richesses sont captées, du moins une partie des richesses, pas forcément la totalité, sont captées par l'État, par des institutions, et qui redistribuent de façon égalitaire à tous les citoyens. Par exemple, l'État donne 150 000 € à tous les citoyens à 18 ans pour faire ce que bon leur semble, pour entreprendre, pour agir, et c'est une sorte d'héritage de l'intérêt général, des générations passées. Plutôt que d'avoir certains qui vont avoir des fortunes mais qui vont rien en faire, qui vont parfois la dilapider, et d'autres qui n'auront rien, et ça va être très très dur pour eux de s'élever dans l'échelle sociale. Donc c'est ça l'idée des Saint-Simoniens, c'est que il faut mettre un terme à ces inégalités. Alors on peut aussi se dire, bon, finalement, pourquoi les gens vont vouloir travailler s'ils peuvent rien transmettre à leurs enfants? Donc, il peut y avoir une certaine partition. Il peut y avoir une partie qui va aux enfants et puis une autre partie qui est transférée et qui est redistribuée. Alors vous voyez, ce sont des idées qui sont extrêmement novatrices. Chez Saint-Simon, on a quand même un projet européen, on a une hostilité aux institutions publiques de son temps, à l'organisation sociale, à l'aristocratie, à la monarchie. Enfin, c'est extrêmement novateur, subversif, et cette vision influencera les pensées socialistes et technocratiques, et cela aura notamment beaucoup d'écho au sein de l'école polytechnique. L'école polytechnique a été marquée par des générations de Saint-Simoniens, et ce jusqu'au régime de Napoléon III. Napoléon III qui, par exemple, est conseillé par Michel Chevalier, qui est aussi professeur au Collège de France, et qui est un authentique Saint-Simonien. Et donc leurs projets seront repris à la fois, si vous voulez, par Napoléon III, mais aussi par les penseurs socialistes du XIXe siècle, et notamment parce que les Saint-Simoniens souhaitent la réalisation de grands projets qui permettent de relier l'humanité, donc il faut des chemins de fer, il faut moderniser les villes, etc. Pour conclure, Saint-Simon remplace la légitimité politique par la compétence technique, ouvrant ainsi la voie à une gestion scientifique de la société.